Bienvenue dans La Vie en Bleu, le podcast où la spiritualité, l'énergétique et le développement personnel se rencontrent pour vous inspirer et vous guider. Je suis Benjamin, je suis artiste, canal et thérapeute. J'ai eu l'élan du cœur de créer cet espace de partage pour soutenir les personnes en quête de compréhension et d'outils pour leur cheminement en conscience. Toutes les 2 semaines, seul ou avec des invités, je vous invite à explorer des pratiques, des clés et des réflexions pour vous reconnecter à votre nature profonde et aller vers une vie alignée à votre essence lumineuse. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie en Bleu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nadine Guertin. Bonjour Nadine, Allô, Benjamin. comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous. Ça fait, je pense, 1 an qu'on parle de faire cet épisode, donc ça file. Et on est dans ton bel espace au Sonotarium qu'on va présenter, que tu as co-créé il y a maintenant 2 ans. Oui, en 2023, Mmh. avec Andréane Laframboise. OK. Donc, on a co-créé ce magnifique espace à Montréal. Et du coup, ça nous permet d'introduire ce que tu fais. Cet espace, il sert à quoi? Qu'est-ce que vous faites dedans? Alors, c'est le Sonotarium, donc il est dédié à la sonothérapie et aux ateliers bien-être par la voix. Donc, l'idée, c'est d'offrir un espace où on pouvait recevoir des activités, des ateliers qui étaient dédiés aux fréquences, aux vibrations, à la voix, donc en utilisant des instruments vibratoires, dans des séances de bains sonores, de voyages sonores ou encore des ateliers de voix, pour vraiment apprendre à utiliser notre voix pour du bien-être, puis également propager toute cette nouvelle façon, ancienne nouvelle, hein, parce que le son est utilisé depuis des millénaires, mais de l'amener également dans le milieu corporatif, puis vraiment accessible à tout le monde. J'adore. Et ouais, j'avais découvert ce bel espace, je pense il y a 1 an et demi. J'étais venu pour un premier bain sonore et j'avais vu tout ce que vous faisiez de beau et puis c'est là qu'après, je t'ai rencontré en Oui, venant dans un cours de chant de voyelles sacrées. oui, À un c'est ça. moment donné, je voulais débloquer ma voix et Mhm. depuis, je fais des cours de chant avec toi. Donc ce qui me permet de dire que tu fais plein de choses. Donc tu es chanteuse, professeure de chant, sonothérapeute. Est-ce qu'il y a encore d'autres casquettes que tu as? Oui, ben, on peut rajouter entrepreneur, on peut Mmh. ajouter coach, je suis également coach certifié, coach d'affaires, coach de vie. Euh, Vraiment, pour moi, je suis quelqu'un qui est multipotentiel, comme on dit. Puis pendant des années, ça a été difficile parce qu'on me disait toujours, oui, mais t'en fais trop, tu fais plein d'affaires. À l'école, j'étais bonne dans plein de choses, ce qui m'a amené à faire 2 bacs en même temps parce que je voulais pas choisir. À une certaine époque, il fallait qu'on choisisse quelque chose absolument. Tu sais, tu faisais une carrière pour comme 40 ans de ta vie, puis ben moi, je m'ennuie là, sinon Ouais. si je fais tout le temps la même chose. Donc, j'ai découvert le titre, c'est Slashers. Slasheuse. Slashers, parce que c'est comme, t'as un slash, t'as OK. comme Je connaissais pas. donc, ouais, fait que chanteuse professionnelle, slash entrepreneur, slash coach vocal, slash coach, slash entrepreneur, tu sais, Et slash maman également. Tu sais, on a le droit d'avoir plusieurs chapeaux puis de bien s'honorer aussi, c'est possible. OK, j'adore. J'avais jamais eu le slash, donc tu peux en rajouter à l'infini, je vois. Ah, ben oui! Et c'est OK aussi de faire une chose. Tu sais, des gens qui vont Mmh, faire juste une chose puis bah, il y a pas ouais. de souci. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris conscience de ça, du côté multipotentiel aussi pour moi, parce que quand j'arrive à certaines étapes, je me disais: «Ouais, mais si je fais juste ça, je m'ennuie, en fait». Et du Mhm. coup, j'ai besoin de rajouter. Tu sors en effet des cases de dire: «Une seule chose devrait te convenir et te satisfaire». Ouais, Et du coup, ça te permet d'en rajouter et d'honorer ces différentes parties de toi qui ont différents appels. c'est ça, tout à fait. Et donc OK, donc dans tout ça, on va trouver le fil commun. Mais donc toi, il y a beaucoup, vu que tu es chanteuse. Donc d'ailleurs, c'est quel style de chant que tu pratiques? Ben, moi, j'aime toutes les genres de musique. OK. Depuis que je suis toute petite, j'ai jamais eu comme juste un style particulier. J'aime vraiment toute la musique. Euh, Puis, j'ai toujours chanté. J'ai commencé à chanter à 7 ans dans des chorales. Fait que c'est sûr que dans des chorales d'enfants, c'est un petit peu plus classique, traditionnel. Il y avait des chansons québécoises, des chansons françaises, des chansons contemporaines, avec un petit peu de tout. Avec les années, j'ai découvert la comédie musicale. J'ai vraiment beaucoup aimé la comédie musicale. J'en ai fait au cégep. Puis, l'opéra est apparu.
Donc, on m'a comme toujours dit que j'avais une voix d'opéra. Puis moi, dans ma famille, ma grand-mère elle était très cultivée côté musique. Il y avait toujours de la musique classique chez elle. Elle jouait du piano, de l'orgue. Donc, elle me faisait chanter quand j'étais toute petite. Fait que c'est un peu grâce à elle que j'ai découvert ce milieu-là. Mais je pensais pas que c'était possible d'être chanteur d'opéra. Puis c'est à l'université que j'ai commencé à être dans la chorale de l'université, de la faculté de musique. Puis finalement, les gens me disaient mais pourquoi t'étudies pas en musique, tu sais? OK. Puis j'avais des solos puis tout ça. Puis finalement, je fais comme ouais, je pourrais être chanteuse d'opéra. Ok, cool. Donc ouais, puis j'ai commencé à faire ça. Puis vraiment, ben tu sais, on dit chanteur d'opéra, mais c'est la technique classique. Tu sais, fait que c'est tout le répertoire, là, pas juste opéra, mais les leaders, les chansons françaises, les chansons italiennes, donc vraiment comme tout le répertoire classique. OK. OK, donc chanteur d'opéra, c'est pas le classique que je connaissais. Comme quand tu rencontres des chanteurs, c'est pas forcément là où ils vont. Donc Non, c'est ça. et en plus, si je me souviens, t'as aussi un groupe dans lequel tu chantes, Oui. qui est pas de l'opéra. Non, mais c'est ça qui est du métal symphonique. Mmh. Fait que c'est pour ça que je dis j'ai toujours aimé tous les styles. J'aime beaucoup la fusion des genres. Mmh. Surtout aujourd'hui, je pense qu'on est dans une époque où est-ce qu'on doit ramener l'ancien, mais aussi l'accorder avec la vie d'aujourd'hui. Ouais, fait que je suis dans un band de métal symphonique, donc c'est de la musique métal, donc on va utiliser le drum, la bass, la guitare, distorsion, mais avec une écriture symphonique. Donc ça a été écrit pour orchestre et la voix de femme, elle est écrite dans un registre de soprano. Donc, dans un registre plus classique. Fait que ça va être une texture plus classique dans une musique très rythmée avec oui, beaucoup de beaucoup de drums, double bass pedal, puis beaucoup de distorsion, tout ça. Fait que ça fait un beau genre. OK. Ouais. J'adore. Beau mélange. Faudra que je vienne te voir un jour d'ailleurs. Oui, oui, oui. Je mettrai d'ailleurs des liens à la fin du podcast pour qu'on puisse trouver ce que tu fais, parce que Parfait. comme ça. Et donc oui, donc la voix, c'est le chant t'a accompagné toute ta vie. Tu étais petite, donc tu chantais dans les églises, c'est ça? Donc tu as eu une éducation catholique ou dans ta famille? Je chantais, oui, dans les églises, à l'école. Donc, oui, j'ai été élevée catholique, mais bon, plus ou moins pratiquant là avec les années. Mais toujours une petite connotation spirituelle qui est restée, par exemple. Mais oui, ça a été. Je viens d'un petit village. Donc, dans mon village, on était vraiment pas beaucoup. Saint-Antoine sur la Richelieu, près du Richelieu, magnifique petit village, mais vraiment rien autour. Mais on a eu un prof de musique exceptionnel. Donc, elle a parti une chorale. Fait que j'ai commencé à chanter dans la chorale à 7 ans. Puis, on chantait également à l'église. Et c'est là que j'ai eu mes premiers solos à l'église. Des fois, on faisait des événements spéciaux. Puis, à l'école. Puis après, j'ai continué au secondaire. J'ai jamais arrêté, dans le fond. Depuis que j'ai 7 ans, j'ai toujours été dans des chœurs. OK. Ouais. Puis encore aujourd'hui, je suis dans le chœur de l'Opéra de Montréal. Donc, là, maintenant professionnel. Mais j'ai jamais arrêté. OK. Et dans tout ça, parce que là, tu parlais du catholique, mais en gardant ce côté spirituel. Donc justement, là, comme tu viens aussi dans des pratiques qui viennent soutenir les personnes aussi au niveau avancé sur soi, Ouais. comment c'est rentré sur ça, toi, la spiritualité? Est-ce que c'est dès l'enfance que tu as gardé cette connexion? Est-ce que tu es venu après progressivement par toi-même? Quel était ton chemin pour te connecter à plus grand? Ouais, ben c'est fascinant parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu un petit peu plus spirituel qui disent j'ai eu un éveil ou j'ai comme un awakening, puis comme du jour au lendemain ma vie a changé. Puis moi je suis comme moi j'ai pas vécu ça parce que on dirait que ça a toujours été présent. Je me rappelle toute petite jouer avec les élémentaux. Je me rappelle être couchée dans le gazon puis de voir les sylphides puis de jouer avec le vent puis de danser avec le vent, tu sais, fait que d'avoir été élevée en nature, je pense que j'ai toujours été très proche de l'eau, du vent, du feu, de la terre. La terre, ça a toujours été un élément qu'il fallait que je travaille parce que j'aimais pas ça, être sale. mais d'être couchée par terre dans le gazon, ça, j'adorais dormir près du feu. C'est ça, puis d'avoir été élevée. J'ai eu la chance aussi à l'église du village d'avoir des prêtres vraiment exceptionnels. On a eu un prêtre vraiment exceptionnel, très jeune, très drôle. Et il nous amenait, il prenait les textes de la Bible, il prenait, dans le fond,
l'élément qu'on devait travailler et il le traduisait dans la vie d'aujourd'hui. Ce qui a fait que j'ai compris très jeune ce que vraiment les messages de la Bible voulaient dire, tu sais. Donc, mais dans le fond, qui sont les grands principes de la vie. Qui sont des grands principes spirituels. Donc, très, très jeune, j'ai comme compris. Puis, je suis pas restée attachée au texte. Puis, il y a plein d'affaires, moi, dans l'Église catholique, que j'étais comme, non. Déjà que j'ai toujours été un peu féministe. Fait que j'étais comme, moi, je ne fais pas être prêtre. Fait que non. Pas avec moi. Donc, fait que, tu sais, mais j'étais capable de filtrer, tu sais. Donc, au lieu de dire je rejette tout, j'étais comme non, il y a des belles choses. J'aimais ce lieu de prière. C'était pour moi un moment où je pouvais me connecter sur la musique. J'ai toujours aimé les chants spirituels, la musique de Bach, la musique baroque, avec des textes, avec des chants sacrés dans la musique classique, parce que je comprenais derrière. Tu sais, fait que ça a toujours été présent. Si tu vois que je viens d'une famille de sorcières parce que ma grand-mère tire aux cartes, ma mère a tiré aux cartes quand elle était jeune, ma marraine est une grande tarologue. Fait que ça a toujours été présent pour moi, cette espèce de petit côté sorcière. Puis vite, j'ai voulu me trouver des amis tu sais, début vingtaine. Puis ça a été long, tu sais, avant que je trouve mon monde où, tu sais, c'était encore très caché. J'allais à la bibliothèque, je me tenais dans dans le coin ésotérique, je lisais plein d'affaires. Tu sais, je me souviens souvent à 16 ans, je pense, 16 ou 17 ans, je lisais le livre tibétain de la vie et de la mort, tu sais. Ok. Fait que c'était du gros stock très jeune, je comprenais pas grand-chose, mais c'était ce vouloir de comprendre la vie, la mort, le pourquoi. Ça a toujours été présent. Aussi, tu sais, peut-être à 19-20 ans, je lisais tous les livres de la prophétie des ondes, tu sais, tous les grands classiques, je les ai lus très, très jeunes, mais sans accompagnement. Tu sais, les livres sur les chakras, puis tout ça, mais j'avais pas de mentor, j'avais pas de... Puis, à un moment donné, la vie a fait en sorte que j'ai pas trouvé les bonnes personnes, j'ai comme jamais vraiment arrêté parce que j'ai commencé à faire du yoga. Tu sais, ça a toujours été présent, mais sans nécessairement d'école. Et puis la vie, à un moment donné, a appelé des guides, des cours, des mentors comme Stéphanie, comme Nathalie. Puis là, après, quand j'étais allée en Inde pour développer le son, genre, tu sais, fait que la vie a mis près de moi les bonnes personnes pour comme, OK, c'est ça depuis toujours que tu connectes, que tu comprends, que tu filtres. Puis là, j'étais capable de mettre des mots sur mes expériences. Ouais, donc c'est toujours ces choses qu'on sent qu'on sent venir, qu'on sent qu'on doit trouver quelqu'un, mais ça s'ouvre quand c'est le moment. Et du coup, toi, ça s'est ouvert, je me rappelle, c'était 2019, 2020, tu m'as dit que ça s'était ouvert avec toutes ces rencontres-là et ces cours. Ben, c'est ça, tu sais, c'est vraiment, mon parcours a toujours été parchemin, tu sais, fait que j'ai fait beaucoup par moi-même, beaucoup de lectures par moi-même. Je dirais qu'en 2007-2008, c'est là que j'ai pris mes premiers ateliers, un peu plus de développement personnel, un peu plus de coaching, que j'ai commencé à lire, continuer mes lectures à un autre niveau. C'est toujours resté là, tu sais, mettre en pratique, mais c'est ça, j'avais pas de vrai mentor ou de vrai coach, tu sais, à cette époque-là. Ça a été beaucoup par moi-même. Puis en 2019, c'est là que vraiment que j'ai pris, c'est ça, mes premiers cours en énergétique, que j'ai découvert l'alchimie, que j'ai découvert l'Ananda Yoga. Je savais que ça existait avant, mais j'étais pas rentrée vraiment à ce point-là. Que là, je suis allée en Inde, tu sais, comme vraiment 2019, moi, ça a été l'année. Parce que j'ai eu un déclencheur en 2017 qui a fait en sorte que je voulais plus jamais aller là. OK. Puis et c'est comme si je le faisais par moi-même, mais là c'est comme si je réalisais non, tu peux pas le faire par toi-même parce que par toi-même, j'arrivais pas à me maintenir. Fait que ma vie faisait des gros up and down. Fait que j'allais super bien, je mettais en pratique les choses que je lisais, puis là, paf, je retombais. Puis là, c'était comme si non, j'ai besoin de quelqu'un pour me guider. Puis que là, les bonnes personnes sont rentrées dans ma vie. Ouais. OK. Ah, c'est beau quand on voit le chemin, mais sur le coup, les vagues comme ça, c'est pas les périodes évidentes où on comprend pas où c'est qu'on doit aller là. Puis pourquoi ça fait autant intense dans les extrêmes. Et en plus, tu m'avais dit le yoga, t'avais commencé parce que t'avais des soucis de santé, si je me souviens bien. Oui, ben tu vois, c'est ça, le yoga est rentré dans ma vie. Oui, je pense que c'est ça en 2007. Ouais, c'est ça 2007, j'ai eu un diagnostic de cellules précancéreuses.
Puis au col de l'utérus, bon, il y a plein de femmes qui ont vécu ce truc-là. Puis ça a été un coup là, tu sais, qui a fait comme OK, mon corps, je suis pas je suis pas immortelle, puis il y a des choses qui peuvent arriver. Puis ma grand-mère est décédée d'un cancer quand même assez fulgurant, fait que je suis comme OK. Puis j'avais des gros problèmes aussi de digestion à cette époque-là. Donc puis là, je prenais des médicaments, puis je me suis dit non, je peux pas continuer cette voie-là de médicaments, tout ça. Fait que c'est vraiment dans ces années-là, j'ai commencé à faire beaucoup de yoga, j'ai commencé à être végane, j'ai commencé à mettre en place Ouais. j'ai mis en place plein de choses, puis ouais. Ok, donc les changements qui sont venus pour dire ok, quelque chose va pas, donc je dois réaligner en moi, C'est ça. dans mes pratiques, dans mon quotidien. Ouais, je dirais que ça a été mon premier gros alignement, ouais, dans ma vie là autour de 2017. Et je me souviens d'un autre gros réalignement après une rave ou un matin que je trouvais beau, celui-là aussi, si tu veux bien le partager. Ben, disons que dans ma vie, j'ai eu 2 appels divins, vraiment. Mon premier appel divin, c'est à la fête de mes 25 ans. Et c'était une époque de ma vie où j'allais vraiment pas bien. Je dirais, j'ai eu un début de vingtaine assez rock'n'roll. J'ai vécu plein d'épreuves, puis c'était très, très difficile en amour. Ça marchait pas. J'ai vécu des histoires complètement farfelues. Souvent, je devrais écrire un livre sur toutes les affaires que j'ai vécues. Mais donc, éternel célibataire, pas capable de fitter dans le monde. À ce moment-là, j'étais avocate et chanteuse. Okay. Donc, mon père ne voulait pas payer mes études en musique, mais était correct pour payer mes études en droit. Fait que j'ai fait mes études en droit pour ensuite me payer mes études en musique. Fait que je faisais les 2 choses en même temps, mais j'étais pas heureuse parce que c'était pas du droit que je voulais faire, c'était de la musique. Puis encore là, à ce moment-là, c'est qu'on n'honorait pas mon multipotentiel. Okay. Et à l'époque, si on m'avait dit tu peux faire les 2, j'aurais fait les 2. Mais à l'époque, on me disait faut que tu fasses un ou l'autre, tu peux pas faire les 2. Et là, j'étais entre ces 2 mondes et ça allait pas. Ça allait vraiment pas. Donc, partie dans un rave, fait la fête, toute la nuit. Et j'ai vraiment eu un appel très tôt le matin. Je suis partie et j'étais allée à l'église Notre-Dame dans le Vieux-Montréal, qui était près des bureaux où j'étais avocate. Là. J'étais encore avocate à cette époque-là. Puis, fait que je vais dans l'église, puis vraiment, très, très tôt, il y a des touristes, je suis en tenue de rave. Petit décalage. C'est vraiment... Et je vais dans l'église et je me mets à prier. Puis c'était vraiment comme... Tu sais, j'ai jamais renié l'existence qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Je pratiquais plus à l'époque. Je chantais quelques fois encore à l'église, mettons à Noël, des trucs comme ça. Mais là, je pense que c'est la première fois que je suis là, hey, là, j'ai besoin d'aide. J'ai comme, là, aidez-moi. Parce que là, moi, ma vie, ça marche pas. Ouais. Je venais de rencontrer mon mari, Okay. que je savais pas à l'époque, mon mari, mais j'y croyais plus. J'y croyais pas, je croyais pas que c'était enfin l'homme de ma vie. On avait une relation, on s'était rencontrés une fois, là, on était comme en relation longue distance. Puis j'étais comme, ben non, mais ça marchera pas comme toutes mes autres histoires, pourquoi que ça marcherait, puis tout ça. Et vraiment, ça a été très, très clair. Puis le message, ça a été, OK, là, tu arrêtes de faire la fête. Parce que je faisais la fête, parce que j'étais pas heureuse. Donc, j'ai comme, OK, t'arrêtes de faire la fête, tu veux chanter? Chante. Donc, alors là, j'ai fait que, OK, c'est simple. Je vais chanter parce que c'est ça qui me rend heureux. Parce que sinon, si je suis avocate, je vais faire la fête, ça me rend pas heureuse. Puis, est la foi que avec la personne que tu viens de rencontrer, avec Mike, ça va fonctionner. Okay. Donc, je suis allée voir mon maître de stage, mon patron à l'époque, qui était quand même président. Il n'avait vu d'autres aussi. Puis, j'allais voir comme à 6h, 7h du matin. Puis, j'ai fait comme, Patrick, je veux chanter. Je veux plus être avocat. Puis, il m'a dit, OK, parfait. Pas de problème. Il dit, tu peux continuer à temps partiel si tu veux. Okay. Moi, je veux te garder. T'es bonne. Fait que moi, je suis prête à te laisser terminer ton bac, à laisser aller tes rêves, puis on va s'arranger. Puis je dis, oh my God! OK. Fait que c'est comme, ben oui. Mais tu sais,
Et là, je me le rappelle, faut tellement oser demander de l'aide. Ouais. On attend qu'on soit à la limite complète pour dire « Hey, j'ai besoin de guidance » ou on va demander à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais on est capable de se le demander. On a toutes les réponses à l'intérieur de nous. On le sait à l'intérieur. Ça dit oui ou ça dit non. Mais on n'ose pas. On attend que ce soit trop tard ou on demande la permission à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai que souvent on a cette voix en nous qu'on n'écoute pas, ou voilà, il peut y avoir plein de schémas, plein de choses où des fois on a pu se tromper, on a peur de se tromper, qui fait que, mais oui, on remet souvent notre pouvoir à l'extérieur. Et puis, alors quand on se ressent, c'est là que ça peut émerger, puis vraiment sentir ce qu'on, puis des fois on va se tromper, mais des fois ça va t'apprendre quelque chose au passage, mais ouais, on s'écoute pas beaucoup. Moi, je sais qu'avant, je me remettais aussi beaucoup mon pouvoir aux autres, aux cartes, à d'autres personnes, jusqu'à, apprendre à s'écouter. Et puis, mais des fois, il y a des surprises comme ça, t'aurais pas demandé, t'aurais pas su que tu pouvais faire les deux en même temps. Puis j'aurais sûrement continué ma vie de galère, puis je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. Ouais. Ou t'aurais pu quitter sans demander et puis te mettre en insécurité parce que... C'est ça. Là, j'avais vraiment le meilleur des deux mondes. Hein. Ouais. Je pouvais continuer à temps partiel, être capable de payer la fin de mon bac, puis d'avoir un stress de moins, puis de trouver une façon de... Ouais. Ok, donc les raves, c'est intéressant pour avoir des messages du coup. Je vais y aller. Et après ça, donc est-ce que c'est à peu près là, parce que tu as commencé après de faire la thérapie par le chant, en 2015, je crois. Oui, la thérapie par le chant, ce qui est arrivé, c'est un petit peu par la force des choses que c'est rentré dans ma vie. Du fait que j'ai toujours enseigné le chant. Toujours. Je veux dire, j'ai commencé quand je faisais à 25 ans à peu près, là, quand j'ai fini mon bac en chant, j'ai commencé à enseigner le chant et le piano. Puis, c'est sûr qu'au début, j'enseignais vraiment le chant traditionnel. Et quand je suis revenue à Montréal, puis que j'ai recommencé à offrir des cours de chant ici à Montréal, en 2014, j'ai recommencé à peu près en 2012, 2013. Puis en 2014, j'ai été engagée dans un centre culturel. Puis, il y avait pas le budget. C'est vraiment niaiseux, des fois la vie. Il y avait pas le budget pour me payer ce que je voulais. Mais si je faisais du petit groupe, il y avait le budget. Okay. Fait que j'ai comme proposé une formule où, moi, c'est ce montant-là que je veux. Comment on peut y arriver? Si tu as 4 élèves, ça fonctionne. Parfait. Okay. Fait que j'ai commencé à faire des petits groupes. Puis là, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était des femmes. Donc, ces femmes-là, il y avait besoin, c'était pas juste de chanter. Il y avait besoin aussi de se retrouver, de parler, Donc, mes cours de groupe de femmes ont comme commencé tranquillement à être... On faisait un petit peu plus que juste de la comédie musicale puis des chansons françaises. Il y avait toujours un petit aspect du chant thérapeutique qui était là. Puis, il y a quelque chose vraiment de très beau avec le chant parce que moi, je l'ai vécu aussi. Et même en piano, dans mes cours de piano, je me rappelle adolescente, écoute, ma prof de piano était vraiment cool. J'avais ma première prof de piano, c'est une vieille sœur qui me tapait ses doigts. J'ai vraiment vécu comme l'opposé. Puis ma deuxième prof de piano, elle était jeune, elle était très cool. Puis, tu sais, ado, là, des fois, ça marchait pas. Je venais de me chicaner avec mon père ou... on traverse tellement de choses. Des fois, là, on faisait juste s'asseoir. Puis, on fumait une cigarette. Puis là, je jasais et elle m'écoutait. Fait qu'il y a beaucoup de moments où cette relation-là entre un prof de musique et son élève, c'est plus que de la musique qu'on fait. Parce que veut pas, on se met au piano, on touche à une corde sensible, que ce soit par la voix ou par notre instrument de musique, on joue avec notre âme. Si notre âme va pas bien, on pourra pas jouer. On va se mettre à chanter et on va partir à pleurer. On va se mettre à jouer, on va partir à pleurer. Donc, j'ai eu des profs vraiment extraordinaires qui m'ont toujours permis de prendre ce moment-là d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Et de m'écouter. Puis, et même toutes mes profs de chant aussi, même un de mes derniers profs, souvent, là, elle-même le nommait, elle disait, elle dit, moi, aujourd'hui, c'est de la thérapie que je fais. Elle nous faisait du coaching. Carrément. Parce qu'on arrivait, puis c'était comme, attends, là, ma vie, ça a pas d'allure. Là. Puis on arrivait pour chanter, puis ma gorge était juste bloquée, puis j'étais pas capable d'émettre aucun son. Fait que ça se transformait en thérapie. Fait que moi, je l'ai vécu. Fait que c'était normal que moi, après, quand j'enseigne de la même façon. Fait que tranquillement, ma clientèle a changé.
Puis là, j'ai eu une clientèle de plus en plus de femmes qui ont toujours voulu chanter, mais qui ont pas pu, qui ont des traumatismes, qui se sont fait dire quand ils étaient très jeunes qu'ils pouvaient pas chanter. Puis quand tu commences à prendre des cours de chant à 40, 50, 60 ans, ben c'est pas pour devenir tu sais, Star Academy. Puis de toute façon, la musique aujourd'hui a tellement changé que tu peux plus avoir le rêve de quand on était plus jeune de devenir une star. Ça, le milieu est complètement autre chose aujourd'hui. Donc, fait que c'est pour ça que j'allais me chercher mes outils de coaching, parce que un moment donné, j'avais tout ça, j'étais comme mais comment je fais? Par où je pars? Je sentais que je pouvais leur donner tellement plus, mais j'avais pas encore tous les outils. Puis là, quand je suis allée me chercher mon certificat de coaching avec ici Nathalie Hamelin, l'Institut de coaching international, avec l'approche bonhomme, qui est complètement extraordinaire, ben là maintenant, je suis capable de le développer puis d'offrir vraiment du chant thérapeutique. Ok, donc tu l'as d'abord vécu pour toi avant de pouvoir transmettre aux autres cette pratique. Toi, t'as vu dans tes cours que ça t'amenait. Bon, je comprends mieux, parce que la méthode, je la connais maintenant avec toi. Oui. Le nombre de fois où j'arrive et puis ça, les émotions sont là et puis il y a une partie définitivement coaching ou thérapie, parce que c'est vrai que ça vient toucher tellement des choses profondes. En plus, moi, je disais, de toute façon, c'est normal, là, on est dans le chakra-gorge au début, je me disais juste, c'est l'expression de soi, puis c'est se montrer. Puis c'est vrai qu'il y a, moi, par exemple, il y a beaucoup de choses que je montrais pas, donc on travaille sur ça doucement avec toi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est fou la puissance que ça peut avoir. Déjà, je vais juste travailler ma voix, mais en fait, on va travailler beaucoup de choses dans notre vie, dans comment on se positionne, dans comment on se montre, dans comment on ose prendre notre place. Donc ouais, c'est clairement plus des cours de chant, plus que des cours de chant. Oui. Mais puis souvent je dis, tu sais, ça va être des cours de voix, oui. C'est intimement relié. Moi, dans la voix, je suis capable d'entendre l'empreinte de la personne. Par la résonance, par la fréquence, je suis capable d'entendre où sont les blocages. Qu'est-ce qu'il y a dans le schéma de la personne qui pourrait être transformé, transmuté. Parce que la voix porte notre empreinte. Et notre voix change. Ouais. Notre voix change si on est heureux, si on est malheureux. Elle change au courant de notre vie avec les hormones. C'est vraiment quand tu prends un audio, en tout cas, un audio de la voix, je peux tellement avoir accès à plein d'informations. Parce que mon oreille s'est développée, habituée à entendre dans le subtil la voix, et par la voix d'atteindre son plein potentiel. Parce qu'en libérant cette voix-là, en lui donnant accès au grand tout, ben automatiquement, ça va venir transférer dans la vraie vie. Parce que si tu es capable vocalement de prendre ta place, ben tu vas être capable après, avec ton corps, de prendre ta place. Ouais. Ça, en plus, moi, ça résonne quand tu c'est avec toi qu'on avait vécu ça, où j'allais pas dans les graves, et justement, on a travaillé ça. Puis tu m'as dit que t'accompagnais souvent les hommes dans ce cas-là, par rapport au fait qu'il y avait pas de passage, d'accompagnement pour le passage quand on mue en tant qu'homme, et que du coup, moi, il y avait une peur de perdre ma douceur. Donc ça t'a accompagné aussi, notamment des hommes dans ce changement-là. Oui, la vie m'a donné 2 garçons en plus. Okay. Donc, puis je sais pas, la vie, j'ai eu beaucoup d'amis garçons. Bon, j'ai un yang quand même assez développé comme femme. J'ai vécu en colocation avec des hommes aussi. Donc, on dirait que je comprends le masculin. C'est pour moi, c'est quelque chose. Ben, je suis la première de la famille, hein. Je pense que mon père aurait voulu un homme. Okay. Je pense que il aurait voulu un gars, il y a eu une fille, mais il y a une fille quand même avec du caractère. Fait que, tu sais, c'était correct à la fin. Puis j'ai pas de trauma par rapport à ça, mais je sais que ça m'a permis de développer mon yang. En étant avocate aussi, c'est des carrières d'hommes quand même, on va travailler, tu sais, bon, non, plus aujourd'hui, là, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose derrière cette carrière-là. J'ai travaillé avec des criminels, tu sais, c'est un milieu quand même rough. Donc, on dirait que ça a été là, puis je pense que j'ai pu avoir accès à comprendre dans la voix d'homme aussi, d'avoir travaillé avec des chanteurs dans leur mue, puis maintenant de travailler avec la voix d'homme, j'ai eu beaucoup de tu sais, t'es un de mes de mes clients où vraiment on a vu qu'il y avait quelque chose, puis qu'il y a eu une transformation qui s'est installée. Puis j'en ai plein d'autres aussi là que j'ai vu, puis souvent il y a des moments clés
et il l'a chez la femme aussi. Fait que chez l'homme, c'est que ça va être dans la mue, on va oublier notre côté féminin. Fait qu'on va oublier notre soprano d'enfant, puis on y touche plus, puis on met ça dans un tiroir, puis on décide de pas y avoir accès quand chez l'homme, vous avez accès à toute cette belle panoplie de couleurs dans votre voix que nous, on n'a pas. Puis chez la femme, ben il y en a beaucoup qui vont rester, j'appelle ça le syndrome de la Lolita. Donc, ils vont rester avec leur petite voix. Puis là, ils osent pas aller trop dans leur masculin, dans leur voix de femme. Fait qu'ils vont rester la petite fille, la petite femme, et on l'entend dans la voix. Et quand ces femmes-là décident de prendre toute l'ampleur vocale et la connexion avec leur grave, la connexion avec leur corps, et que là, ils s'installent en tant que femmes, c'est comme si la mue de la femme ou de l'homme prend sa pleine place. Et là, la transformation s'opère. Parce que hormonalement, énergétiquement, la voix est un des trucs. Tu sais, il y a pas juste le corps qui se transforme. La voix se transforme, mais s'il y a un décalage entre le corps et la voix, on reste après avec ce décalage-là dans notre vie parce que notre voix ne matche pas notre apparence. Ouais. Donc, c'est pas vrai. Moi, tu ne peux pas, même physiologiquement, être un grand garçon de 6 pieds 2 puis avoir une petite voix comme ça. c'est que là, l'ancrage s'est pas fait. C'est vraiment, ouais, je voyais les archétypes qu'on peut avoir en soi énergétiquement puis dans le comportement, mais c'est vrai que je les avais pas vus au niveau de la voix, en fait. Là, tu parles de la Lolita, tu parles de l'homme qui va rester en soprano ou pas, qui va le laisser, donc tu vois les archétypes dans les voix, en fait. Tout à fait. Ah, c'est passionnant vu comme ça. Et moi, avant de prendre des cours avec toi, justement, j'étais tombé sur un épisode de podcast super intéressant où la personne disait, bah, si t'aimes pas ta voix, c'est que t'aimes pas une partie de toi, en fait. Tu te rejettes quelque part. Et c'est là que c'était le message de dire, OK, commence à explorer cette partie-là. Parce que moi, je disais toujours avant que j'aimais pas ma voix. Et du coup, c'est le même effet que de dire, je me regarde dans le miroir, j'aime pas mon corps. Puis, qu'est-ce qui arriverait si à tous les matins, je me regarde dans le miroir puis je dis, j'aime mon corps. Je m'aime comme je suis. J'aime ma voix. De s'enregistrer, de s'écouter, personne n'aime faire ça. C'est traumatisant de s'entendre. Mais on s'entend pas comme... Tu sais, il y a une différence entre quand nous, ce qu'on entend de nous puis ce que les gens reçoivent. Il faut avoir confiance que ce qu'ils reçoivent, c'est plus beau que ce qu'on entend. Mais que la voix, c'est tellement plus que juste le son. C'est que le son, c'est ce qui est perceptible. Mais dans la voix, il y a aussi les harmoniques. Il y a toute la vibration. Fait que la vibration qu'on porte, nous, à l'intérieur de nous, on l'entend dans notre voix. Et c'est tout l'invisible. Puis c'est ça qui est difficile avec la voix, c'est que c'est invisible. C'est dans le sens, c'est audible. Puis on est dans un monde de visuel. Où l'apparence, les vêtements, le look. Mais la voix, elle dit tellement. Ouais, tellement. Mais ouais, je sais que ça challenge beaucoup de gens de s'écouter. Moi, je sais qu'au début, quand mes guides m'ont dit, tu vas enchaîner des méditations, achète un micro, puis après tu vas faire un podcast, et qu'il a fallu que je réécoute quand je faisais les édits, ben ouais, il y avait un travail au début, puis je vois que ça a évolué avec le temps, parce que j'ai appris à l'apprécier, et quand je parle aux gens, souvent, ils me disent pareil, qu'ils aiment pas s'écouter, en fait, c'est le nombre de gens qui sont venus voir, c'est ça, dans la société présentement, puis c'est pour ça que j'aime faire ce travail-là, puis je pense qu'il est aussi essentiel. Il y a tellement de gens qui ont été traumatisés jeunes. En se faisant dire, hey, je chante pas, tu chantes faux. Arrête de parler. Et ça se fait même pas sur leur qualité vocale. C'est qu'ils vont juste s'être fait dire, mané, ta gueule. Arrête, tu déranges. Et c'est fait. Puis toi, t'as juste perçu ça, c'est rentré, puis là, il y a un blocage qui s'est fait. Donc, c'est important de faire ce travail-là, d'aimer notre voix, d'écouter notre voix, d'enlever les blocages qui ont pu être posés, de prendre conscience de ces programmes. Parce que c'est ça de vivre en conscience, c'est de faire comme, OK, j'ai eu ce blocage-là, OK, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise ma voix comme ça, ou, tu sais, tellement de gens qui ont des petites voix comme ça, super douces, tu sais, ils peuvent tellement pas déranger. De prendre sa place. Vraiment, d'incarner sa voix, ça fait partie de notre incarnation, puis ça aussi, c'est un autre problème. On a juste le goût de partir, parce que la nouvelle tendance, dans
dans la spiritualité. On pense que d'atteindre l'illumination, c'est de faire ça, et puis voilà, c'est fini, tu sais. On est venu ici pour s'incarner. Ouais. Notre travail, c'est de faire comme ça. Mais en faisant ce travail-là, c'est de le faire avec notre voix aussi. Incarnons notre voix. Ouais, et ce qui me fait le lien avec, justement, quand on fait les pratiques de chant avec toi, pour moi, la voix, c'était juste projeté à l'avant. En fait, tu m'as montré que la voix, ça se projette dans son espace, à l'intérieur de soi. Donc, comment ça vient travailler en soi, du coup, d'explorer ces espaces avec la voix? Ben oui, parce qu'on est l'instrument. Puis c'est ça qui est beau, c'est que, il coûte rien en plus. Mais tu sais, si on veut un bel instrument, il faut apprendre à ouvrir dans ces espaces. Parce que plus notre corps est ouvert, plus il y a de l'espace pour résonner. Fait que c'est vraiment de voir notre corps comme un instrument, puis d'où l'importance aussi d'aimer son corps. Parce que ça revient à, c'est notre instrument. Fait qu'il y a comme tout est ensemble. J'aime mon corps, j'aime ma voix, j'aime ma fréquence, j'aime ma vibration, je veux propager ma vibration. Donc, il y a plein d'étapes, mais tu sais, plus t'es bien dans ta peau, plus t'es bien à l'intérieur de toi, plus t'es en conscience, plus ta voix va briller. Tu sais, on va parler de, mais tes yeux brillent. C'est pas juste les yeux qui brillent, la voix brille aussi. Ouais. J'aime ça. Et en pensant voix qui brille, du coup, je pense à tout ce qui est énergie avec la voix. Et c'est vrai que quand j'ai commencé avec toi, c'était les voyelles sacrées. En même temps, tu expliquais un peu, donc je suis curieux de voir comment tu peux présenter ça là, de comment dans les différentes traditions, des différentes cultures, justement, il y avait des chants de voyelles, il y avait des différentes manières de les chanter pour venir se connecter à soi à plus grand. Donc, comment ça t'est venu, ces pratiques-là? Le chant des voyelles, c'est comme tout en 2 étapes. C'est sûr que moi, dans ma formation de chant classique, on va pratiquer les voyelles italiennes. Donc, il y a 5 voyelles primordiales, I, E, A, O, U, qu'on va pratiquer, puis qu'on va vraiment travailler pour les placer, puis les faire vibrer à la bonne place. Fait que moi, j'ai fait ce travail-là de la perfection, de la pureté des voyelles pendant des années. Quand je suis allée en Inde, j'ai étudié le sanskrit, et notre professeur de sanskrit est venu confirmer l'importance de la diction dans les mantras, dans les chants mantras sacrés qu'on entend partout là, ces temps-ci, dans des kirtans. Et c'est maintenant de plus en plus populaire, tous les chants de mantras. Mais il y a une façon de les chanter qui, malheureusement, rendu en Amérique, des fois, on oublie qu'il y a une façon de chanter certaines voyelles puis certaines consonnes. Et que quand on chante la voyelle avec la consonne à la bonne place, il y a vraiment quelque chose de magique qui se crée. Et j'ai commencé à étudier un peu plus le chant des voyelles après avoir reçu... Parce que pour moi, quand j'ai étudié le sanskrit puis le nada yoga, je vais comme, OK, ouais, c'est très cool, mais moi, ma tradition, je suis de l'Occident. Moi, je ne vibrais pas la tradition de l'Orient. Donc, pour moi, tous les enseignements de l'Inde, super intéressants, j'ai appris plein de choses, mais c'est pas ma voix. Parce que dans mes cellules, dans ma génétique, je suis une fille de l'Occident. Donc, je suis allée par l'alchimie. Alors, c'est en étudiant l'alchimie, c'est en allant dans les textes d'alchimie que j'ai rencontré Pythagore et Platon, puis que j'ai lu les textes sacrés sur les voyelles planétaires. Et que là, j'ai compris que ces voyelles-là, dans le fond, ces textes-là, c'était basé sur des pratiques en Égypte. Parce qu'on sait qu'en Égypte, il y a eu un berceau de l'alchimie, puis que de l'Égypte, en tout cas de ces anciens temps-là, on a eu la branche en Occident, puis on a une branche en Inde, puis on a une branche aussi en Asie. Et là, dans les textes, encore, on revenait sur l'importance de la prononciation de la division, sur la justesse de cette espèce de fréquence-là, et que chaque voyelle était connectée à une planète. Donc, on peut le voir vraiment connecté à une planète, mais on peut voir aussi, c'est une fréquence, c'est une vibration. Parce que le monde est fait de fréquences, de vibrations, et c'est ça le pouvoir de la voix et des instruments. Donc, si je chante le I d'une bonne façon, je vais atteindre une certaine fréquence qui va me permettre de connecter à un certain archétype, à une certaine énergie.
Et là, quand on commence à utiliser le chant des voyelles, ben ça a été repris par plein de peuples, par plein de monde. Et ce que j'ai réalisé, c'est que la plupart de ces méthodes de chant, ils viennent toutes du même livre, OK. qui est cette espèce de traité sur le chant des voyelles. Il y a ça, et après, il y a toute la branche des Bijmatra, donc du sanskrit, et que là, eux ont toute leur tradition de leurs voyelles, avec les ragas, avec, bon. Fait que moi, je suis pas une spécialiste de ce côté-là, mais quand on regarde du chant des voyelles en Occident, c'est vraiment toute la même chose. Puis ensuite, ben, quand on commence à étudier un peu plus, ben là, on voit où le pop spirituel est rentré, puis qu'on voit que, ben, telle voyelle va avec tel chakra, ou avec telle énergie, ou avec... Puis moi, dans ma compréhension, c'est que, oui, le I va vibrer une certaine fréquence, mais tu sais, le I, là, à la fin, qu'est-ce qui te fait à toi? Puis, juste de rentrer dans la voyelle de I, puis on va comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, la voyelle I pour soi. Mais le I, il est partout et dans tout. Parce que tout est dans tout. Ouais. Donc, fait que, ouais, pour moi, c'est une pratique que je fais à tous les jours, que j'enseigne, qui m'accompagne, puis que là, j'ai pu combiner toutes mes années de recherche de la voix, de la pureté des voyelles avec la symbolique spirituelle et alchimique et de l'utiliser pour maintenant transmuter. OK, c'est passionnant. T'es vraiment allé chercher dans plein de cultures et pour comprendre, en fait, puis faire des liens. Et tu parlais même de liens avec les planètes. Donc, tu avais fait du lien avec la Kabbale aussi, avec les mondes Oui. À ce niveau-là? Oui, parce que j'ai étudié un peu dans mes débuts avec les enseignements de Georges Lahaye via Nathalie Limoges. Puis, il y a toute une façon aussi de chanter les tiroufs, puis de chanter les voyelles hébraïques là, avec les textes, donc avec des mouvements de tête. Donc, on rentre dans des méditations profondes avec les voyelles. Donc, c'est très, très intéressant. Tellement de choses à découvrir. Ça nous fait un beau résumé déjà de cette partie-là. Et donc ça, c'est juste la voix. Et après, je sais que tu as eu un deuxième appel divin à un moment donné, avec un bain sonore, si je me souviens bien, où là, qui a amené encore du changement pour toi. Donc, est-ce que tu peux nous partager cette... Oui, parce que ça, c'est en 2019 aussi. Ouais, 2019 a été une grosse, Ouais. une grosse année. C'est l'équinoxe, c'est en septembre. Ouais, une journée, une retraite d'un jour d'équinoxe. Puis il y a quelqu'un qui faisait un bain sonore de Saint-Bernard-Bossa, qui faisait un bain sonore. Puis j'avais mon amie Hélène qui offrait une méditation Pelvasvata sur la méditation de Bernard, qui était principalement à l'époque, je pense que c'était plutôt du cristal. Il y avait peut-être un peu du didgeridoo, peut-être du tambour, mais bon, c'était quand même assez minimaliste comme à l'époque comme setup. Mais c'est la première fois que je recevais ces gros bols de cristal-là. Et j'ai pleuré ma vie. Pleurer ma vie dans je reviens à la maison. OK. Et c'était, pour moi, la musicienne qui, à cette époque-là, j'étais dans ma carrière dans un élan. Finalement, après avoir eu les enfants, je revenais en forme, j'étais à mon top vocal, je commençais à faire des auditions, j'avais des beaux shows qui s'en venaient, j'allais faire des tournées, tu sais, il y avait vraiment plein de beaux projets qui s'installaient. Et là, la musicienne recevait ces sons-là, puis là, j'étais comme, OK. Je vibre de partout et c'est comme si je comprenais finalement le son à un autre niveau. Et là, ça a vraiment changé, mais complètement ma façon de voir la musique. Donc, et là, c'était clair que c'était ça que je voulais faire. Puis, j'étais allée chanter un show à Toronto. Et à Toronto, je me suis abonnée dans un centre de méditation pour le temps que j'étais là avec les autres filles qui étaient dans l'opéra avec moi. Puis on allait méditer tous les jours. Et dans les méditations, il y avait des méditations chantées. Il y avait aussi des méditations sonores. Donc, fait que là, j'ai vraiment baigné là-dedans pendant 1 mois. Et je suis revenue à Montréal. J'ai trouvé une prof à Montréal aussi. Et j'ai refait des bains sonores, puis ensuite je suis partie en Inde. Tu sais, ça fait dans ma vie là que ça fait comme boum 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 boum.
Fait que j'ai rencontré vite des bonnes personnes, des profs. J'étais allée en Inde, j'ai compris le son à un autre niveau en Inde parce que là, j'ai vraiment baigné dans toute la façon de voir le son, le chant classique indien, les ragas, le Nada Yoga, les bains sonores là-bas, Asbaham, dans le centre de sonothérapie du monde. Donc, et là, je suis revenue, paf, la pandémie. OK. Fait que j'ai tout perdu mes contrats. Puis, et j'étais dans une montée, là, dans ma carrière. J'étais comme, OK, finalement. Et là, tout s'écroule. Puis là, à ce moment-là, j'avais le choix. J'aurais pu pleurer ma vie, revenir comme avant mes 25 ans et boire ma vie. Et finalement, j'ai fait comme, ben là, je m'achète des instruments. C'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis acheté des instruments, puis j'ai commencé à faire ça. Et depuis ce temps-là, j'en fais toutes les semaines. Okay. J'ai vraiment, tu sais, je suis revenue de l'Inde en fin février, début mars. Le monde s'écroulait. Ouais. Je commençais à acheter mes instruments et j'ai commencé à offrir en ligne fin mars. Okay. J'ai jamais arrêté. Ah ouais, donc ça s'est vraiment enchaîné très rapidement derrière. Vite. Puis là, j'en ai fait à tous les jours. Puis là, j'ai commencé à offrir chez Stéphane Carrière sur le plateau. J'ai commencé puis j'en ai offert vraiment beaucoup. Plus privé durant la pandémie. Après, quand tout s'est ouvert, c'était plus en groupe pour tranquillement ouvrir le sonotarium. Ouais. Ok, donc c'est là que ok, mais c'est fou comment des fois t'as l'impression que ça bloque, mais là t'aurais pu en effet rester en retrait, revenir dans les anciens, mais quand tu décides d'aller en avant, bah là la vie te permet d'y aller. Pendant que j'avais plein d'amis qui désespéraient, qui étaient comme dépressifs durant la pandémie, moi c'était comme my God, moi ma vie, c'est que wow, tu sais, ouais. Fait que je pensais jamais être capable de concilier mon côté spirituel et la musique. Pour moi, c'était deux mondes détachés. C'était deux côtés de ma vie et je pensais pas que je pouvais les relier. Puis, quand je suis allée en Inde, ils enseignent la musique à l'inverse que nous. Okay. Donc, nous, en Occident, on va être dans le mental pour après être dans le cœur. Donc, on apprend nos notes, notre texte, la justesse, la technique. On est dans notre tête. Puis une fois que tout ça est parfait, et seulement quand tout ça est parfait, là, tu as le droit d'être dans ton cœur, puis de mettre l'interprétation, puis d'aller. Mais c'est tellement dur, parce que tu es tellement dans ta tête que de dire, ah là, je vais aller dans le cœur, c'est pas tout le monde qui est capable. Ouais. Là-bas, c'est le contraire. T'es dans le cœur le premier. Ça part du cœur. Puis ensuite, ça va à ta tête pour ta technique. Mais le premier truc part du cœur. Fait que c'est à l'inverse. Puis en tout cas, pour moi, ça fait bien plus de sens. Ouais. Mais c'est sûr que eux, dans leur vie en général, leur vie est vraiment à l'inverse de la nôtre, du fait que tout part du cœur. Puis nous, on vit quand même dans une société où tout part de la tête. Donc après, c'est à nous de faire l'équilibre entre la tête et le cœur, parce qu'on a besoin des deux. Fait que c'est de trouver ton propre équilibre. Mais pour moi, d'avoir changé ma façon de voir la musique, la façon d'enseigner, la façon de comme équilibrer dans ma vie, puis c'est un travail de tous les jours là, de trouver cette espèce d'équilibre cœur-tête. Mais dans les bains sonores, ben quand je chante, ça part du cœur en premier. Puis ça fait du bien. Ouais. Ouais, c'est beau, mais du coup, de voir qu'il y a deux extrêmes selon la culture, mais que du coup, en connaissant les deux, ça te permet de trouver la voie du milieu pour les équilibrer, comme tu dis. Ouais. Ok. Et là, en pensant aux différentes aussi pratiques culturelles, en plus de tout ça, parce que c'est pas suffisant, tu t'es aussi lancé tu suis aussi la voie du chamanisme. Oui. Et donc parce que là aussi, j'imagine qu'il y a la voix qui intervient. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment t'en es venu au chamanisme et puis qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta pratique? Oui, ben pour moi, j'ai eu un coup de cœur avec le tambour. La première fois que j'ai entendu un tambour dans un bain sonore, tout de suite j'ai fait comme OK, comme on a le droit. Parce que c'est difficile avec les Premières Nations, puis avec tu sais, c'est comme s'il y a des choses qu'on a le droit qu'on n'a pas le droit. Et pour moi, j'ai été des années dans une espèce de posture d'imposteur, de dire mais j'ai-tu le droit de jouer du tambour parce que j'ai pas de sang autochtone. En même temps, je suis au Québec
Et dans ma lignée, au Québec, on est dans les premiers arrivants. Fait que je pense que si je fais un test d'ADN, pas mal certain qu'il y a d'Autochtones à l'intérieur de mon sang, malgré ma blondeur qui évoque des pays scandinaves, peut-être aussi dans mon ADN. Mais je veux dire, même si j'ai des origines vikings ou écossaises, irlandaises avec les Celtes, ben les Celtes utilisaient le tambour. Les Vikings utilisaient le tambour. Et tous les peuples des Premières Nations ont utilisé le tambour. La terre vibre de cet instrument, c'est le rythme. Ce qui est derrière le tambour, c'est tout le travail du rythme, qui est aussi important que le travail de la mélodie ou de la travail de la vibration. C'est tout le travail de la terre. Fait que quand j'ai compris qu'on l'a tous dans notre ADN, puis qu'on doit être capable de reconnecter à ça parce que c'est un travail extrêmement important de pouvoir travailler le rythme. Et ça aide aux gens à se grounder, à reconnecter avec leur voix, à libérer avec leur voix. C'est extrêmement guérisseur. Donc, quand j'ai fait toute cette espèce de cheminement-là, dans le chamanisme, on parle du chemin rouge et du chemin blanc. Donc, le chemin blanc qui est un chemin qui est plus de l'école. Donc, on va aller étudier toute la roue de médecine, on va aller étudier tous les principes, les ancêtres, tout ça. Ça, c'est un chemin. Puis l'autre chemin, c'est le chemin rouge, où on va être plus dans la pratique. Donc, comme je suis une fille de feu, qui aime beaucoup la pratique, ben moi, c'est vraiment ça qui m'a interpellée en premier. Donc, plus dans les cérémonies. Donc, des cérémonies de hutte de sudation, de loge de sudation, dans les quêtes d'option, dans les cérémonies de la danse de la lune. Donc, fait que moi, c'est vraiment ce chemin-là qui est venu à moi. Donc, fait que depuis 2021, que je suis dans ce chemin-là. Puis, pour moi, ben, même en étudiant l'alchimie, ce que Patrick Brunsteinas nous disait, c'est que on est des Occidentaux, mais les gens qui vivent on est des Occidentaux, mais les gens qui vivent en Amérique, on doit se connecter à notre terre. Parce que notre pouvoir est dans notre terre. Donc, on doit se connecter à notre terre, pas juste à un certain principe. Puis notre terre, elle vibre avec certains peuples. Elle vibre de cette vibration-là. Donc, de comprendre ce que les gens qui ont marché notre terre, que ça soit même jusqu'en Amérique centrale, parce que dans les traditions que j'étudie, ça va même jusqu'à les traditions du Mexique, mais c'est quand même l'Amérique, c'est la grande Amérique. Et là, on est aussi dans la prophétie de la rencontre de l'aigle et du condor, donc vraiment la rencontre entre le sud et le nord, donc les traditions qui mergent ensemble. Donc, on doit comprendre notre terre pour être capable d'alchimiser. Fait qu'il y avait ça aussi derrière l'intérêt de recevoir les champs de médecine, de comprendre très humblement ce que les autres ont tracé avant nous, cette espèce de respect des traditions des ancêtres, de nos grands-pères, de nos grands-mères, du feu, le feu sacré, l'eau sacrée, la terre sacrée, la nature, les 4 éléments. Donc, oui, c'est tout ce cheminement-là, puis cette compréhension de la vie, ouais, que ça m'amène. Qui t'a appelé. Et puis, comme tu dis déjà, la connexion à la nature dans ton enfance. Ben oui. Moi, je vois ça un peu comme la suite logique d'aller. Mais c'est vrai que des fois, on hésite à cette reconnexion, comme tu dis, parce est-ce qu'on a le droit? Mais moi, je sens aussi depuis que je suis au Québec, cet appel quand j'étais à Québec, à Wendake, bah là, il y avait le besoin le tambour m'a appelé aussi. Et puis, il y a vraiment eu des belles guérisons avec. Puis, pour moi, en plus, avec toutes les vies qu'on a pu avoir quand on est ouvert aux vies passées, antérieures, il suffit qu'on ait eu des vies aussi dans ces peuples-là, puis ça réanime quelque chose de se connecter à ça. Donc, pour moi, ça vient souvent de plus profond encore, ou de connaissance vraiment de notre inconscient et de nos racines, notre ADN. Ben ouais. Puis tu sais, quand on remonte d'où on vient, en tout cas, nous les Guertins, là, tu sais, si je vais avec mon nom, il y a un Guertin qui a fait la série Les Guertins, puis qui a remonté à travers tous les ancêtres. Et nous, pas mal tout, là, les peuples, là, on remonte directement des Celtes. Puis quand tu commences à refaire le voyage, c'est normal qu'on vibre
c'est ça, cette fréquence-là des Celtes Hmm. qui utilisaient les tambours qui étaient connectés aux 8 grandes portes, qui connectaient avec la Lune, avec les cycles, avec les 4 éléments. Donc, c'est naturel, c'est à l'intérieur de nous. Hmm. Ouais. Ouais, donc c'est bon de reconnecter à ça, de se le rapproprier. Mais comme tu dis, en plus avec le respect et l'humilité de toutes ces traditions qui sont bien plus grandes que nous, Ben plus anciennes. oui. Et que du coup, tu ramènes maintenant dans cet espace aussi, parce que le tambour, tu fais des salles de tambour ici Oui. aussi. Oui, ben dans le fond, c'est ça. Ce que j'ai décidé de créer, ça fait depuis 2021 que j'offre des sets de tambour. Ben, des sets de chant. Ma formule, elle a comme évolué avec les années. Là, je dirais depuis plus qu'1 an, là, on est vraiment dans des sets de chant et tambour. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a beaucoup de gens qui ont un tambour puis qui l'utilisent pas puis qui savent pas quoi faire avec. Ou sinon, il y en a qui veulent le découvrir puis qui ont pas nécessairement de tambour. Fait que moi, j'en offre ici, j'en ai. Mm-hmm. J'ai les gros tambours aussi, qui sont très puissants, qui nous permettent de vraiment de nous reconnecter à ce rythme intérieur-là. Donc, puis on va aller avec des chants sacrés, mais des chants sacrés, je fais vraiment attention à ce que je vais offrir. Donc, pour moi, c'est très clair, il y a une justesse de ce qui peut être transmis et enseigné. Donc, j'ai la chance d'avoir accès à plein de chants et certains, j'ai le droit de transmettre. Donc, ceux que j'ai le droit de propager, ben avec plaisir, je transmets ce que je peux transmettre pour que c'est des chants qui sont connectés, qui ont été écrits en conscience, qui s'apprend facilement. Fait que ça fait des belles soirées, qui est un mix de chants intuitifs et de chants sacrés. C'est ça, plein de styles. Puis des fois, je vais aller même dans du populaire, mais que avec des textes, avec des significations. Fait que même des fois, je vais faire le travail de me réapproprier une chanson qui est peut-être plus dite pop. Mm. Mais quand on commence à écouter les paroles puis qu'on comprend la musique en arrière, on fait comme OK, je pense que la personne a été très collective quand elle a écrit cette chanson-là. Bon, il y a beaucoup de beaux trésors cachés aussi dans. Ouais. Et de gens qui vont canaliser sans en avoir conscience C'est ça. certaines fréquences. Ouais, tout à fait. Trop bien. Mm-hmm. Et là, pour terminer, parce que je pense qu'on a fait pas mal le tour, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager sur des projets qui s'en viennent au Sonotarium ou dans ce que tu proposes ou... Oui, c'est sûr que le Sonotarium présentement il est vraiment en expansion. Moi, dans les projets qui me passionnent au Sonotarium, moi j'ai eu tout le volet corporatif qui me passionne beaucoup. Fait que vraiment d'amener toute la conscience des sons, des outils pratiques. J'ai une conférence qui est comme un peu comme l'art du reset, qui est vraiment d'apprendre par des petits outils à revenir au moment présent en utilisant sa voix, en utilisant les sons, en utilisant plein de la respiration, plein d'outils. Donc, il y a vraiment ça qui me passionne de partager. Je continue à offrir à tous les mois des bains sonores thématiques. Fait qu'on vient travailler quelque chose de différent chaque mois. Les cercles de chant aussi à chaque mois. Puis, ce qui va s'en tenir l'année prochaine, ça va être un accompagnement un petit peu plus personnalisé. Donc, je vais offrir différents forfaits. Un forfait en ligne, un forfait privé en personne, un forfait en petit groupe pour aller un peu plus loin et avec notre voix et avec les méditations sonores, puis rentrer dans un voyage profond avec des outils de coaching pendant un 7 mois. Fait que, tu sais, vraiment, là, un peu le travail comme qu'on fait ensemble, de l'offrir à plus de gens dans une formule un petit peu plus, tu sais, pensée avec des outils, là, tu sais, fait qu'une espèce de petit package. Fait que ça s'en vient. Ok. Puis, il y a des beaux projets de création. Je peux pas trop parler encore, là, mais qui s'en viennent dans l'air, là. Donc, ça fait longtemps que je suis en train de travailler sur des projets musicaux, Ok. des projets de spectacle. Puis, je pense que 2026-2027, là, ça s'en vient. Ok. Ouais. Beau teasing. Ouais, On viendra voir ça. Du coup, je mettrai le lien du site du Sonotarium, puis vous êtes sur Instagram aussi pour que les gens qui puissent aller vous suivre et voir ce qui se fait. Super.
Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant. Je pense qu'on pourrait y passer encore 2 heures à parler de tout ce que tu sais, mais faut qu'on s'arrête. Donc, merci encore beaucoup. Et puis, merci pour tout ce que tu partages. Et puis, ouais, pour ceux qui sont intéressés, la voix, il y a vraiment quelque chose si ça vous appelle, que vous n'osez pas, des personnes comme Nadine peuvent vous accompagner pour aller voir beaucoup de choses en vous. Donc, je recommande. Oui, Merci. oui, j'essaie de le croire. Belle journée. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de La vie en bleu. J'espère qu'il vous a apporté des clés, de l'inspiration ou simplement un moment de douceur. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de vous abonner, de mettre des étoiles pour soutenir le podcast et de le partager à celles et ceux avec qui il pourrait résonner. Si vous souhaitez découvrir mes pratiques holistiques et vibratoires, toutes les infos sont sur mon site benenergie.com et sur mon Instagram @ben.energie. Vous pouvez aussi trouver tous les liens dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.